Bonsoir. Bonsoir. Bon, on va démarrer, même s'il n'y a pas une très grosse audience. On remercie à ceux qui sont là d'être venus. Du coup, on est Laurent, moi-même et Louis, de l'agence BAST. Donc on est un bureau toulousain qui est composé de 3 associés. La particularité de notre bureau, c'est qu'on est une société coopérative, donc en fait on n'a pas de salariés, on est 3 associés salariés, on est nos propres salariés. On travaille donc directement sur tout l'ensemble des projets que l'on va vous présenter. On a commencé notre activité sur de la commande privée, essentiellement par des réseaux d'amis et de connaissances. Et c'est ce qu'on fait toujours en fait, parce qu'on a un peu du mal à accéder à de la commande publique. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est un fait. Enfin, on est retenu sur des concours, mais on les gagne jamais en fait. Voilà. Du coup, ce soir, on va vous faire la conférence numéro 15. Voilà, c'est ça qui se cache derrière ce titre mystérieux de C15. Tout simplement parce que la conférence, on la rentre dans la nomenclature de projet, on la considère comme un projet à part entière. C'est-à-dire que c'est la 15e conférence, elle sera unique, la 16e sera différente. Et à chaque fois, c'est un peu l'occasion pour nous de regarder un peu nos projets d'une façon différente, de les présenter sous un regard différent. C'est aussi l'intérêt qu'on trouve de faire des conférences comme ça. Cette conférence-là, elle va s'attacher à parler de 6 thèmes. La purge, l'ouverture, le sol, la structure, le vitrage et le réseau. C'est des thèmes assez récurrents, l'architecture. On va en parler, on va les illustrer à travers des photos de chantier uniquement, une dizaine de projets. Ils ne seront pas dans l'ordre. Ils vont surtout à chaque fois illustrer ces thèmes et on va essayer de voir comment à chaque fois on essaye d'expérimenter sur chacun de ces thématiques dans chaque projet. Donc la première action de projet consiste à purger, que ce soit en bâtiment existant ou, c'est plus flagrant, en rénovation. Ça consiste à enlever ce qui est déjà là et qui n'est pas nécessaire. En l'occurrence sur un projet qu'on nomme E23, qui est un projet de Clubhouse, l'action de purge se situe uniquement sur le terrain et elle consiste à décaisser sur l'emprise du bâtiment. Donc là c'est une sorte de parallépipède un peu en forme d'aile d'avion qui correspond exactement à l'emprise du bâtiment. Donc on enlève la terre et on la réétale plus loin. Sur le projet M19, on nous demande de construire un pavillon dans le jardin d'une belle demeure de maître en campagne autour de Toulouse. La proposition qu'on fait va s'attacher à réhabiliter les combles. On fait une contre-proposition en fait. Du coup, la première action de purge consiste à déposer la toiture. À déposer la toiture. Sur un projet intitulé M21, qui est la construction d'une petite dépendance dans le jardin d'une maison pavillonnaire, la première action de purge consiste à démolir le cabanon existant, qui est une sorte de remise un peu pourrie en maçonnerie, faite de briques et de broc. Et voilà, qu'on démolit. Voilà, c'est 2 ouvriers roumains qu'on avait trouvés
à côté de chez nous qui nous ont fait ça au black parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Donc cette extension prend place au fond d'un jardin, comme l'a dit Laurent. On a une contrainte de PLU qui est la hauteur de la construction. On ne peut pas dépasser une certaine hauteur, donc le projet a consisté à enterrer le niveau bas afin de pouvoir y installer cette extension. Donc la seconde action de purge est seulement de creuser, de décaisser en fait, l'emprise de cette extension. Et là on voit la cliente qui vient inspecter les travaux et regarder un peu la taille de la piscine qu'on va lui faire. Dans les projets de rénovation de maisons de ville ou d'appartements, la première action de purge consiste à enlever tout le second œuvre existant. Donc de façon assez systématique, sur l'ensemble de nos projets, on revient toujours à la structure en fait. Donc tout ce qui est doublage, enduit, menuiserie, sol, tous ces éléments-là, on les enlève quand on arrive pour identifier des éléments qui sont qualitatifs et qui sont pérennes, qu'on va conserver, qui sont un peu la base du projet. En l'occurrence, là c'est une maison M24 où l'ensemble des murs, comme beaucoup de maisons à Toulouse, est composé de lits de briques et de galets de Garonne sur des strates successives. Donc voilà, on les remet à nu, alors qu'initialement ils sont cachés, et ça va nous servir de support en fait, pour venir faire toutes les actions de projet suivantes. Le sol du rez-de-chaussée est ainsi retiré afin de réaliser un nouveau sol pour des raisons d'altimétrie. Vous verrez dans le projet qu'on travaille sur la coupe et dans la hauteur. Donc ça c'est la phase où le sol n'est plus là, où les plombiers, les électriciens et les maçons viennent en rayon de chantier pour faire passer les réseaux parce qu'on va couler un sol en béton. On voit latéralement les longues grines qui ont été rattrapées pour refaire le niveau d'un sol engourdi. Ici une autre maison, une maison de faubourg M26, où pareil, donc on commence par purger. Le problème de la démolition, de la purge dans un premier temps, c'est les surprises qu'on peut trouver. En l'occurrence ici, lors de la première phase de démolition du faux plafond, on s'est rendu compte qu'il y avait un second plafond sous les lambourdes qui était entièrement en plaque d'amiante. Donc ça c'est évidemment des choses qui apparaissent jamais dans les diagnostics immobiliers, etc. Donc c'est un peu la découverte. Et c'est toujours problématique parce que ça engendre des surcoûts. Donc ce qu'on va aussi vous montrer pas mal dans les projets qu'on vous présente, c'est que voilà, dans ce genre de cas, on met souvent la main à la pâte. Et là en l'occurrence, les personnes qu'on voit avec les combinaisons, là c'est nous. Donc on s'est occupé de virer cette amiante pour pas commencer le chantier avec un TS. Travaux supplémentaires. TS. Donc après la purge, on retrouve le volume complet de la maison, après avoir enlevé tout le second œuvre. On se rend compte également que la maison est entièrement construite en mâche-fer. Mâche-fer, c'est du béton dans lequel on mettait les déchets de la combustion de l'acier, c'est ça en fait, de la fabrication de l'acier. Donc c'est un béton de basse qualité, mais qui finalement, la maison tient, donc il a cette qualité esthétique qui est celle qu'elle est. Nous, on ne porte pas de jugement dessus. On enlève les enduits, on revient à la structure, et en fait la maison, au final, elle sera comme ça. Donc toujours la même maison côté jardin, où là la purge a consisté à démolir les allèges des fenêtres, parce qu'en fait on avait une porte sur la gauche et deux fenêtres sur lesquelles donc, on a enlevé deux allèges, parce qu'en fait on vient accouler contre cette maison une sorte de galerie vitrée qui va relier une seconde maison qui n'est pas sur cette image mais qui est sur la droite. Et on a enlevé aussi l'enduit à la hauteur, enfin l'altimétrie justement de cette galerie vitrée. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître le mâche-fer pareil sur la partie basse, et on conserve l'enduit sur la partie haute, cette partie sera isolée et restera extérieure. Ce qu'il faut dire, c'est que l'enduit dans les parties basses était assez abîmé, il cloquait, il commençait à tomber. C'est aussi pour ça que, comme ça devient intérieur, l'enduit n'est plus nécessaire. Il était de mauvaise qualité, on l'enlève, et on arrive à ça. Là, sur un projet pour des bureaux, pour un bureau d'études thermiques,
qui fait l'acquisition d'un local dans les anciens locaux de la gendarmerie à cheval de Toulouse. On arrive et également de la même façon, on purge tous les éléments de seconde œuvre afin de récupérer la hauteur sous plafond qui est assez généreuse, mais qui à travers le temps a été aménagée par des planches intermédiaires. Donc ça c'est la devanture d'un ancien tabac qu'on est en train d'enlever et qui n'est absolument pas porteuse. Donc on va retrouver la baie entièrement ouverte de haut en bas. Donc il s'agissait d'un local sur 2 niveaux, et à l'intérieur donc on a commencé par enlever le plancher intermédiaire pour retrouver de la hauteur sous plafond et pouvoir travailler sur l'ensemble du volume. Sur un autre projet pour une galerie slash bureau pour des amis à nous en fait, la première action est de purger à nouveau tout le second œuvre de façon à récupérer déjà un maximum de surface, parce que les doublages finalement sur des espaces contraints ils enlèvent pas mal de surface, et d'autre part de maximiser l'entrée de jour. Donc toujours cette future galerie où là on est sur un immeuble années 60 tout en béton. Donc là effectivement une fois que la purge est réalisée on est quand même sur quelque chose de plus propre, avec des dallages béton au sol, des systèmes de poutres et dalles béton au plafond, et les parois sont en parpaing. On voit au fond le mur en parpaing avec les taches blanches, là c'était juste le placo qui était collé avec des plots de MAP. Donc on l'a juste déposé et ça, voilà, il reste les traces, et latéralement c'est du béton aussi. Ce projet T12, c'est en fait nos bureaux. C'est un local dont on a fait l'acquisition récemment, dans lequel on a fait des travaux pour installer nos bureaux. La première action était de décaisser le sol, parce qu'en fait il y a un demi-niveau encaissé d'environ moins 1,20 m. Donc la première action est de purger cette pente en terre qui nous permettait d'accéder au niveau bas. Donc on fait intervenir un ami maçon qui travaille sur d'autres projets avec nous, qui nous fait ça pour relativement pas grand chose, et qui nous creuse l'entrée. À l'intérieur, toujours pareil, première action, on enlève tout ce qui avait été fait de façon assez médiocre, tous les placos, les faux plafonds, les réseaux, pour revenir pareil au béton et aux éléments qui ne bougeront plus. Donc là c'est purgé, et en fait on se rend compte à nouveau qu'on gagne environ je ne pourrais pas dire exactement, mais pas mal de surface, parce que les doublages étaient dans ce cas-là vachement loin des murs d'origine, sachant qu'en fait ils n'étaient pas forcément isolés de surcroît, donc en fait ils étaient vraiment inutiles, purement esthétiques, pour avoir des surfaces lisses en plaques de plâtre. Donc ici on revient à l'ossature primaire du bâtiment, et on récupère toute cette surface. Une fois que la purge est réalisée, du coup on a un rez-de-chaussée avec une sorte de sol en gravier. Là c'est la partie où on a vu que la personne d'avant était en train de creuser à la pelleteuse pour avoir un vrai niveau complet. Et l'étage en mezzanine qui est la zone où on aura nos futurs bureaux qu'on verra plus tard. Ce qu'on n'a pas dit là, c'est les projets qu'on vous présente par thème, c'est des projets récents qu'on a réalisés soit en 2019 soit fin 2018. Donc on a fait le choix de ne pas faire de façon exhaustive tous les projets d'avant pour que vous voyez un peu les travaux en cours. La deuxième action, une fois que les éléments de seconde œuvre ont été purgés, c'est souvent d'opérer les ouvertures dans les murs existants quand on s'adresse à de l'existant. Ces opérations elles consistent à minimiser un petit peu les actions d'ouverture pour maximiser leur impact d'une certaine façon. Ici, sur cette maison M24, vous allez voir que l'intervention d'ouverture, elle se fait... Mais en fait, ça consiste on a 2 niveaux à l'intérieur, et au lieu de faire 2 linteaux, 2 ouvertures, on fait une grande ouverture sur les 2 niveaux avec un seul linteau. Latéralement, c'est pas vraiment des poteaux, en fait, c'est juste les tableaux qui sont redressés.
Et le linteau en fait dépasse de part et d'autre de l'ouverture pour s'appuyer sur le mur. Donc c'est vraiment l'intervention minimum en béton qu'on peut faire pour créer une ouverture. C'est vraiment voilà, ne pas refaire de fondation, pas refaire de poteau, avoir un linteau qui va avoir sa surface d'appui qui est calculée pour se suffire à lui-même. Sur le même projet, les clients nous demandent une ouverture à un endroit dans le mur qui se situe environ sur un endroit sur lequel on ne comptait pas faire d'ouverture. Du coup, se pose assez vite la question d'une part de l'utilité de cette ouverture, parce qu'on a ouvert beaucoup d'autres endroits et beaucoup de lumière va inonder le reste de l'espace. Du coup, cette ouverture, on l'a fait, parce que c'est une espèce de caprice qui nous demande, mais on essaie d'y trouver une espèce de rationalité, en se demandant voilà, comment on peut donner du sens à une ouverture un peu libre dans un mur. Donc la question qui se pose, c'est déjà la forme de cette ouverture. Vous allez voir qu'elle va être justifiée par un autre élément qui viendra après. Et la deuxième question, c'était sa mise en œuvre. Comment faire une ouverture circulaire, à partir du moment où on a fait le choix de faire une ouverture circulaire. En fait, c'était la question, comment faire une ouverture sans créer de linteau dans une maçonnerie. Comment réussir à creuser et réfléchir à ce que la charge se répartisse sans forcément recréer un élément de béton au-dessus. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a décidé de faire cette dimension, de par la raison qui suivra, on s'est rendu compte que le trou se situait exactement sous un chaînage existant. Donc en fait, le linteau était déjà là, d'une certaine façon. Donc on ne saura jamais si vraiment ce cercle sans linteau aurait tenu. Mais c'était un peu l'idée de base. Donc la mise en œuvre, elle est... Ouais, tu peux en parler. Oui, en fait, c'est assez simple. Le maçon, en fait, il a fabriqué deux cercles identiques qui viennent moiser en fait la maçonnerie existante. Et une fois que ça s'est tenu et serré, en fait, il est venu découper au marteau-piqueur et au burin la forme circulaire dans la brique. Et après, ça vient accueillir un cercle en acier qui sera juste là pour venir prendre le vitrage. Donc cette maison M24, c'est un peu la maison des ouvertures. Donc on reconnaît en fait à gauche la partie basse de la grande ouverture sur deux niveaux qui a été faite. Et à droite, une autre ouverture qui a été réalisée, elle, en fait, qui tirait parti de deux ouvertures existantes qui étaient en rez-de-chaussée. On a juste cassé en fait le trumeau qui était entre les deux baies, en créant le linteau qui était en tête. Et de la même façon, on a redressé les tableaux latéraux en béton. Là, la mise en œuvre, elle était assez délicate parce qu'il y a tout le solivage qui reprenait exactement au niveau de linteau. Du coup, la mise en œuvre de ce linteau n'a pas été évidente. Là, on revient sur le projet M26, donc la maison en mâche-fer de tout à l'heure, où là, c'est un petit cabanon béton qui est un peu rescapé des travaux et où en fait on a dû enlever l'élément porteur latéral parce qu'il était complètement pourri et enchevêtré dans un espèce de gros laurier. Et en fait, en arrachant l'arbre, tout est parti avec. Du coup, on a réussi à récupérer quand même la dallage haut et le mur du fond en mettant deux étais qui restent à demeure du coup et qui leur fait une sorte de petit abri pour leur vélo. M26 toujours. Une ouverture est à opérer à l'arrière de la maison pour faire entrer un petit peu de lumière. Le maçon étaye et crée cette ouverture, mais l'action de reprise sera faite par le menuisier après coup, toujours dans une optique d'économie du geste et du coup d'économie financière. C'est pas le maçon qui va faire un linteau béton, c'est plutôt un ouvrage en bois qui va servir aussi également à un support de mobilier par la suite. Sur le projet T10, là, donc on a enlevé les planchers des étages et dans un second temps en fait on avait une ouverture en partie bas sur ce mur. On arrive à lire un petit peu sur cette image l'arc en brique là, qui démarre sur la partie de droite, mais en partie haute en fait il n'y avait aucune ouverture dans le mur, mais il fallait en créer pour avoir, parce qu'en fait on va créer une mezzanine et on voulait avoir accès de part et d'autre de ce mur. Donc l'action d'ouverture consiste à scier avec une grosse scie avec des lames circulaires la partie haute de ce linteau jusqu'à arriver à la poutre en bois là qu'on voit en partie haute, qui est la poutre structurelle du plancher du voisin. Donc on a disqué vraiment de part et d'autre et on voit encore les traces là
de la brique là sur le plafond suite au sillage. Mais il nous manque quand même une quinzaine de centimètres pour passer la tête sous cet élément de bois existant. Du coup, avec l'aide de l'ingénieur qui nous justifie, en fait, c'était des sections énormes de bois, on ne se rend pas compte là, mais ça fait 60 cm de large. Là, il y a deux morceaux de bois de 30 cm il faisait 60 cm de haut. Il arrive à justifier de la découpe ponctuelle de cet élément de bois pour passer en fait la tête exactement sous le niveau de la nouvelle découpe, quoi. Donc une fois qu'on a purgé, qu'on a fait des ouvertures, en général on arrive à la partie du sol. Donc on aime bien tester différentes façons de faire des dallages. Là sur le projet 23 là, du Clubhouse, donc c'est un dallage porté en béton qui est coulé en 2 fois pour des questions de facilité là, par rapport à la surface. On a coulé une première fois, on a remis un treillis et coulé une seconde fois. Ce dallage il est décollé du sol pour venir en fait au niveau final qui lui sera au niveau du terrain de foot qui est en face. De façon générale, ce qui nous intéresse dans nos projets, c'est de minimiser l'intervention des corps d'État. Donc en fait, pour E23, E26, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait finir la dalle béton par le maçon. C'est-à-dire que la première étape de projet, qui était le coulage de cette dalle, a donné lieu au sol fini en fait. C'est-à-dire que là, après coulage, on le fait poncer pour créer une surface lisse qui est utile, qui est nettoyable, et l'action est terminée. On protège ce sol, on construit le reste, et à la fin on découvre et c'est le sol fini, quoi. Là on voit bien en fait l'action de ponçage elle permet de faire apparaître les cailloux, enfin les graviers, et de façon très simple, en fait, c'est avec un béton standard qui vient des centrales de béton classique. En fait on arrive à avoir une surface qui s'approche d'un terrazzo, mais à vraiment un coût très faible, parce qu'en fait c'est un dallage normal, et au lieu de rajouter une chape, n'importe quel matériau de finition, la dalle structurelle fait office de sol fini. De même, au moment du coulage, en fait, on fait l'ensemble des réservations. Là, on voit latéralement, il y a une réservation pour prendre le mur au ossature bois. Au centre, bon, on ne le voit pas très bien, mais on verra plus tard. Il y a aussi une réservation pour une terrasse. Bah, tous les décaissés sont déjà faits. Et tout est pris, en fait, à ce moment-là, au niveau du sol. Sur le projet M21 de l'extension en fond de jardin, c'est l'étape du coulage. Donc là, on se rend compte un peu des contextes contraints dans lesquels on travaille. Pour des petites échelles, même pour des petites échelles, on doit faire venir des espèces de pompes. On voit le bras de la pompe qui passe par-dessus 2 parcelles voisines. C'est-à-dire que la pompe se gare dans la rue, fait passer le bras au-dessus des parcelles voisines et injecte le béton à distance comme ça. Pour ce petit ouvrage, en fait, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même nécessaire. Ici, on a dû couler aussi en 2 fois parce qu'on avait un plancher bas au niveau du fond du décaissé qu'on a vu tout à l'heure. Et dans un second temps, on a fait un plancher à niveau 0, au niveau du sol actuel, qui sert à la fois sur une partie de local de rangement pour le jardin, mais aussi de plan de travail qui est à niveau avec le jardin. C'est la partie linéaire là qu'on voit sur la droite de la photo. Donc après séchage de la dalle, on va opérer une action à nouveau de ponçage pour obtenir un fini brut mais qualitatif. Donc on voit à peu près là à nouveau le sol terminé du projet. Ce projet il vient donc chercher un niveau haut au niveau du jardin et un niveau bas au niveau de la pièce qu'on va créer. À ce stade-là, tous les voisins pensaient qu'on faisait une piscine. Donc sur la maison M24, donc il y a tout un ensemble de dallage extérieur aussi. Ici donc c'est le coffrage en fait d'une terrasse avec la partie qui va être enherbée, c'est la partie centrale circulaire, et toute la terrasse en béton et sur les parties périphériques. Donc pareil, toujours le même maçon avec qui on travaille quasiment sur tous nos projets. Nous fait les coffrages sur mesure là en contreplaqué ou en chute de bois.
Et par la suite, il vient couler l'ensemble de la dalle, que ce soit intérieur et extérieur. Et pareil, à nouveau, de la même façon, on va traiter, opérer le même traitement de ponçage sur les deux dalles. À savoir que dehors, c'est un dallage, donc qui est posé sur terre-plein, et à l'intérieur, c'est une dalle portée. Mais le béton qui est coulé est le même. On a une surface continue à la fin. Donc sur le projet M26, on voit le coffrage pareil de la dalle de la petite extension dont on parlait tout à l'heure, qui est une sorte de galerie vitrée qui relie donc la maison en mâche-fer sur la gauche, avec la maison qui commence à apparaître à droite, là qui est une maison en briques. En fait c'était deux maisons sur la même parcelle qui étaient à deux sœurs, qui sont parties maintenant. Et donc là pareil, on fait un dallage, enfin un coffrage en tout cas en ordi sur la partie neuve, coffré en bois, et qui va être coulé par la suite, pareil, avec le béton classique de la centrale, et puis poncé. Donc là on voit le niveau continu donc, qui est créé entre les deux maisons, et en fait le nez de coffrage va faire la limite de l'extension, de l'intervention qui va relier les deux bâtiments. Ça là, ça a été coulé ce matin en fait. Ouais. C'est une photo qu'on nous a envoyée. Il fait beau à Toulouse. Sur d'autres échelles, en fait on nous a contacté pour faire du mobilier pour la Triennale de Lisbonne d'architecture, pour une exposition, et du coup on a souhaité réfléchir à comment mettre en œuvre des dispositifs que l'on fait dans du bâtiment mais à l'échelle du mobilier, en l'occurrence sur des tables, des sortes de tables basses qui sont exactement pareils en fait que ce qu'on vient de voir avant. Donc c'est des coffrages bois avec une armature métallique dans lesquels on va venir couler du béton puis le poncer. L'idée de cette table, on l'a appelée la table du maçon, c'est que n'importe quel maçon peut la faire. C'est, comme disait Laurent, c'est une espèce d'échantillon du travail qu'on fait avec les maçons. C'est pas que nous, c'est un élément très standard en fait, n'importe quel maçon est capable de le faire. C'est ce qui nous intéresse en fait, c'est que cette table, avec 10 €, on peut la faire. Un petit peu de ciment, des cailloux, de la ferraille et rien du tout, on arrive à faire cette table. N'importe qui peut la faire. N'importe quel maçon. Donc sur le projet T10, au niveau des dallages, on vient faire ici une dalle, ce qu'on appelle une dalle active. C'est une dalle dans laquelle l'ensemble des réseaux de chauffage passent dans le béton. Là c'est une mezzanine, du coup ça rayonne à la fois vers le haut dans la partie de l'étage et vers le bas au rez-de-chaussée. Donc voilà, tous les réseaux sont agrafés sur le ferraillage avant coulage. Donc ce qu'on voit, c'est que la mezzanine, comme disait Laurent, comme elle est chauffante et qu'elle est en l'air, elle a le double effet d'agir vers le haut et vers le bas. C'est un peu l'intérêt de ce projet et de cette réflexion qu'on a eue, accompagnée par le bureau d'études pour qui on travaillait, parce qu'en fait c'est eux qui ont, comme on a bossé pour un bureau d'études thermiques, on s'est dit que c'était l'occasion de travailler sur un projet qui s'adressait à cette question-là. Quand on n'a pas le budget pour faire du béton, on essaye d'autres systèmes. Là en l'occurrence ça va être un plancher en bois mais qui voulait chauffant. Du coup en fait là, ce qu'on voit métallique au sol, là, un peu comme de l'aluminium, c'est des systèmes de chauffage électrique qui sont des rouleaux de résistance qui sont juste déroulés et sur lesquels on peut mettre un sol sec. Donc forcément ça crée un petit seuil parce que le reste du projet va laisser la dalle brute telle qu'on la voit ici. Donc ce plancher bois est protégé et ça crée cette espèce de seuil. Dans nos bureaux, donc le projet T12 pardon, on se sert de nos propres bureaux pour expérimenter ce que les clients ne veulent pas d'habitude. Donc là, en fait, on s'est fait couler un enrobé sur la totalité du rez-de-chaussée, à l'intérieur. Donc c'est assez compliqué parce que c'est coulé à chaud, donc il y a quand même pas mal d'émanations au moment du coulage. Bon, ouais. Et en fait, on a eu du mal à trouver l'entreprise qui a accepté de le faire. Parce qu'effectivement, couler de l'enrobé dans un local fermé, en fait, il ne s'avère pas vraiment être fermé parce qu'il y a toute la façade qui s'ouvre, donc en fait, ça ventile largement.
Mais c'est vrai que c'était particulier comme ambiance, quoi. C'est-à-dire que c'était tout enfumé, ça sentait le bitume. Et tous ces mecs qui travaillaient sans protection, c'était assez particulier, quoi. Après coup, on s'est dit... Mais bon, après, on s'est quand même rattrapé parce qu'on a fait toute une isolation en laine de coton pour le bilan carbone, quoi. Donc en fait, cette intervention, elle nous intéressait tout simplement pour une question de coût. C'est-à-dire que les locaux, quand on arrivait, c'était de la terre avec un peu de gravier, comme ça. Donc en fait, l'action la moins chère, c'était en ayant un sol praticable, on va dire, c'était d'y mettre cet enrobé. C'est juste une surface de 5 cm d'enrobé étalée. Surtout, on avait une contrainte d'altimétrie, parce qu'en fait, là, on se rend pas très compte, mais le plancher du haut, il est relativement bas. Et on voulait pas diminuer la hauteur en rajoutant 20 cm de béton. Donc en fait, là, on est resté quasiment à ce qu'on avait quand on a acheté, quoi. Donc voilà, après, on a une belle route, bien noire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, au bout de 2 jours, ça sent plus rien, quoi. Ça sent vraiment au moment où c'est coulé. En fait, après, c'est nickel. Et c'est aussi super salissant, en fait. Bon. La structure. Alors la structure, c'est une problématique qui nous intéresse particulièrement, parce que souvent dans nos projets, on essaye on expérimente des mises en œuvre qui vont souvent être laissées telles quelles, apparentes. Donc on essaie de trouver des moyens de maîtriser au mieux son rendu, en fait, son résultat. Et à chaque fois, on essaie de trouver des moyens de le faire plus ou moins bien. Ici, sur ce projet, l'idée est de préfabriquer un maximum de choses, c'est-à-dire que l'entreprise avec qui on travaille, Pyrénées Charpente, qui n'est pas trop loin de Toulouse, va préfabriquer en atelier les éléments, les amener sur place, et on va dire que là, le mur tel que vous le voyez est fini. Donc en fait, oui, toute la structure bois est fabriquée en atelier chez eux, et en fait, quand ils arrivent, donc là, on reconnaît, là, c'est le dallage en béton qu'on vous a montré tout à l'heure, là, qui était poncé. Et eux, quand ils arrivent, en fait, en 15 jours, ils posent quasiment la totalité du bâtiment. C'est assez, d'ailleurs, étonnant, le décalage de planning qu'il peut y avoir entre de la maçonnerie qui prend pour faire une dalle, là, comme on a vu, c'est quand même assez long, quoi, entre le moment où on commence à terrasser, le moment où c'est coulé et poncé, il y a quasiment 2 mois. Et en parallèle, voilà, monter la structure du bâtiment, ça prend 15 jours. Donc tous les éléments préfabriqués sont posés en place, tenus temporairement par ces éléments, ces étais avec ces espèces de plots de béton. Et donc à ce stade-là, tout est quasiment là, parce qu'en fait la structure fait aussi office de mobilier. Donc c'est le même charpentier qui fait, voilà, ce qu'on voit sur la gauche, c'est tout l'ensemble de la partie bar du clubhouse. Après derrière il y a les toilettes, etc. Et ça fait aussi office d'étagère. Mais tout ça c'est structurel, en fait. C'est à la fois du mobilier, de la structure, tout est préfabriqué. Et à ce stade-là, en fait, il manque plus que les menuiseries et le bâtiment est quasiment fini. Au sol, on voit, c'est la protection qui a été posée sur le béton au moment où il a fini de le poncer. Et le matériau utilisé, c'est du carreau. Tout est quasiment tout. Tous les demi-portiques, plus les meubles, c'est soit du contreplaqué, soit du carreau. Le carreau, c'est un contreplaqué un peu épais, quoi. Ici, sur un projet d'extension d'une école existante, on nous demande de faire une salle de classe supplémentaire dans un projet existant et également un autre préau pour la cour de récréation. C'est l'occasion de faire un petit ouvrage de structure en acier galvanisé. Donc essayer de gérer, pareil, une fois de plus, un maximum de choses avec le même corps d'état. Le charpentier qui va faire la charpente, le grillage, la couverture. Donc en fait c'est un seul matériau décliné un peu sous, pas toutes ses formes, mais sous tous ces aspects pour régler un maximum de questions sur les contraintes. Ici, l'enjeu qu'on s'était un peu donné, c'était d'arriver à faire la structure la plus fine possible.
et en particulier les poteaux qui sont souvent surdimensionnés. Et du coup, en fait, pour avoir ces poteaux le plus fin possible en acier, on a décidé de ne pas les encastrer, donc c'est que des systèmes articulés. Il n'y a pas de contrebandement, et le contrebandement se fait juste à l'entrée par ces 2 poteaux en béton en fait. Donc c'est toute la structure, vraiment tous les efforts sont reportés ici, les efforts au vent, et ça permet en fait après à l'arrière d'avoir des choses vraiment très très fines, parce qu'en fait ça reprend que les efforts verticaux. Sur le projet sur lequel M19, sur lequel on a proposé une rénovation des combles, la première action structurelle, qui est relativement simple, c'est un sarking. Le sarking, ça consiste à isoler, en fait comme on voulait garder les combles et garder la charpente telle qu'elle était, on ne voulait pas rajouter une épaisseur d'isolant par-dessous, avec du placo, tout caché et compagnie. Du coup, on a d'abord créé cette espèce d'ossature en surépaisseur de l'existant. Donc en fait tous les chevrons sont doublés par d'autres chevrons, c'est ce qu'on voit là, qui sont à peu près tous les 60 cm. Et ça crée des sortes de caissons dans lesquels on vient mettre de l'isolant, enfin, le nouvel isolant en fibre de bois. Donc c'est une technique qui est connue, qui s'appelle du sarking, qu'on essaie de plus en plus de faire maintenant sur des rénovations pour justement garder toute la charpente apparente telle qu'elle est, et aussi pouvoir travailler uniquement par-dessus. Parce qu'en mise en œuvre, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple de venir remplir par-dessus que de venir par-dessous, soutenir de l'isolant, mettre des plaques, etc. C'est toujours hyper galère, quoi. La seconde action sur ce projet est une rénovation des cheminées existantes. Parce que en fait, tout le processus d'acceptation du projet par les clients se basait sur la furtivité de notre intervention. Donc cette idée de faire un sarking, on isole en réutilisant les tuiles, une partie des tuiles et en changeant une autre partie des tuiles. Et la seconde action était d'amener de la lumière et de l'air dans ces combles sans y créer de Velux, parce que sur une belle maison comme ça, on n'a pas envie de faire de Velux. Donc la proposition était une espèce de rénovation des cheminées. Donc la première action structurelle sur ces cheminées, c'est de les rebâtir en ossature bois, tout en conservant sur certaines d'entre elles les conduits, les conduits d'évacuation des fumées qui les traversent. Sur le projet M21, la partie structure et élévation en fait consiste à venir créer des murs de clôture, parce que donc le dallage qu'on a vu jusqu'à maintenant se situe vraiment en bout de parcelle, en limite parcellaire vraiment mitoyenne. Du coup, on a sur la gauche de l'image une clôture entre 2 jardins, mais qui se continue à l'intérieur du bâtiment. C'est toujours la clôture, mais c'est aussi les murs du bâtiment. Et sur cette clôture là au niveau du bâtiment, en fait, on a juste fait une petite arase en béton qui nous permet de donner la pente pour la future toiture. Le matériau qui constitue cette clôture, c'est de la brique monomure qui a une épaisseur suffisante pour justifier d'une isolation thermique suffisante pour ce genre d'extension. La seconde action structurelle, c'est de venir y installer les demi-portiques en acier galvanisé qui sont en appui d'un côté sur ce mur de clôture et de l'autre côté en appui sur la dalle qu'on a coulée. Donc sur le projet M24, l'action structurelle consistait en fait à venir couper la moitié du plancher du R+1. Donc dans un premier temps, on est venu étayer l'ensemble des solives. Pour venir ensuite couper la moitié du plancher, tout ça dans une optique de réutilisation par la suite, vous allez le voir. Donc après on fait rentrer des grandes poutres pareil en acier galvanisé en U pour venir les mettre en appui entre 2 escaliers. Alors en fait c'est un peu compliqué comme ça, mais peut-être qu'on va le refaire. En fait il y a un plancher existant, on le coupe en 2, la moitié du plancher on le récupère, et là c'est ce qu'on voit en fait, l'élément de solive là, et tout ce paquet de solive qui est conservé, c'est le fruit de la découpe de cette moitié de plancher. On la conserve. Et en fait, cette moitié de plancher va être remise en œuvre à l'extérieur de la même façon qu'elle est mise en œuvre à l'intérieur. Donc en fait, on prend la moitié du plancher et on crée un sol extérieur avec.
Et après, du coup, la poutre en acier qu'on a vu tout à l'heure en bas, elle est posée d'un fût d'escalier jusqu'au linteau de l'ouverture et à un autre escalier, pour après venir suspendre chaque solive avec un système de petits tirants en fait, métalliques. Donc chaque solive est une par une reprise, et ça permet en fait de libérer l'ensemble du rez-de-chaussée et de ne plus avoir d'été, alors que le plancher, lui, s'arrête à la moitié de la maison. Sur le projet de table, on se rend compte que l'ossature n'est ni plus ni moins que des ferrailles qui sont tordues et dont la partie, on va dire, qui émerge du béton deviendra les pieds. Le système structurel est très simple. Et c'est fait par le maçon, simple soudure entre les pieds qui sont tordus, et ça crée la rigidité nécessaire entre les deux appuis. Dans le projet T10, où c'était la grosse mezzanine en béton d'Alaxive, celle-ci en fait est supportée dans des gros murs en briques, mais malgré tout il faut les renforcer. Là, ce qu'on voit en noir, c'est en fait les coffrages de 2 sommiers en fait, sur lesquels on va venir s'appuyer les poutres de la mezzanine. Donc voilà les sommiers, et on voit le spectre en fait en sous-face des poutres qui sont en appui sur ces murs. Donc le schéma structurel de cette mezzanine, ce sont 2 poutres en appui sur les murs, donc les 2 sommiers précédents qu'on a vus, et entre ces 2 poutres porte le plancher dans lequel sont inclus tous les réseaux, et notamment le chauffage et le refroidissement. On revient donc sur nos bureaux. Donc au rez-de-chaussée il y a de l'enrobé, et en haut, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait on a fait un doublage en ossature bois pour venir accueillir l'isolant en laine coton lin entre ossatures. Donc voilà, c'est une ossature bois assez standard hein, finalement. Et l'autre élément qu'on voit ici, c'est le système d'isolation de plafond, c'est du flocage. Ça n'a rien à voir avec l'ossature, mais on en parle parce qu'on le reverra un peu plus tard. C'est du flocage, tout ce qu'il y a de plus standard, utilisé dans les parkings, même dans plein de bâtiments, mais souvent ils sont doublés, cachés. Ils ont des qualités souvent utilisées pour le feu, mais ils ont aussi une très bonne qualité acoustique, ça absorbe vachement. Et finalement, dans des locaux de travail, c'est assez important, surtout quand on laisse beaucoup de choses brutes, c'est assez important de se dire comment on va gérer l'acoustique. Et là, d'une pierre deux coups, comme on a des terrasses au-dessus, on gère d'une part la thermique avec une certaine épaisseur de ce blocage, et d'autre part l'acoustique. On n'avait aucune contrainte de feu, on ne l'a pas utilisé pour ça. Donc l'étape suivante, c'est les vitrages. C'est une étape qu'on affectionne assez. On essaye toujours dans nos projets de faire le maximum d'ouverture, d'amener le maximum de lumière. Et du coup, on réfléchit à des détails de mise en œuvre sur des verres collés, et des systèmes vraiment issus des produits verriers. Sur le clubhouse, alors c'est pas exactement ce que je viens de dire, parce que là en l'occurrence on est sur de la menuiserie en fait en aluminium, mais malgré tout on a essayé de travailler avec des éléments répétitifs, où en fait chaque vide est rempli par de la menuiserie et du verre. Donc entre chaque portique on a des châssis ouvrants en aluminium identiques partout, et sur la terrasse couverte là sur la gauche, pareil, on a 4 doubles ouvrants, les 4 identiques. En fait, cette volonté de vitrer, c'est aussi de se dire,
Une fois que la structure est là, le reste c'est du vide. C'est un peu ça. Là, en fait, le rythme est donné par la retombée des poteaux, et tout le reste, en fait, ça reste transparent, quoi. C'est un peu ça l'idée, en fait, qui va de pair avec les systèmes d'ossature aussi qu'on essaie de faire. C'est un peu la même chose, hein. C'est juste la partie donc, sous terrasse s'ouvre entièrement, parce qu'en fait c'est que des ouvrants, tout ça, deux par deux. Et dans le petit projet d'aménagement d'une classe dans un préau existant, donc on voit l'école existante, c'est pas nous qui avons fait le bâtiment à gauche, le rond ici, tout ça, ça existait en fait. Mais à la place du remplissage qu'on a fait nous, à l'arrière, il y avait un préau. Donc en fait, on voit aussi l'occasion sur ce projet très simple d'expérimenter une mise en œuvre de vitrage. Donc là ici en fait on a juste une ossature bois sur laquelle on vient coller directement un verre fixe. Donc c'est un double vitrage, là on voit la tranche qui est collée avec une colle spécifique, une colle structurelle sur cette ossature. Une fois le vitrage collé, le verrier demande quand même d'avoir des éléments des pièces de sécurité qui empêchent le jour où la colle viendrait à lâcher au verre de tomber sur les enfants, ou pas que sur les enfants, de tomber tout court. Du coup, on essaye de voir comment le bardage qui va être mis en partie haute de ce remplissage va jouer le rôle en fait de cette pièce de sécurité. Ce ne sera pas une pièce à part entière, c'est en fait le bardage qui viendra à recouvrement du verre pour empêcher sa chute en avant. Donc sur la maison, la grosse maison de maître là, où on a fait donc des sortes de cheminées, un peu canon de lumière. L'idée c'était aussi qu'elles servent de ventilation, mais comme ces espaces-là sont très peu accessibles, on ne peut pas aller manipuler des ouvrants. Donc on a mis en place en fait des systèmes de menuiserie de châssis à ventelle qui sont asservis mécaniquement. Donc voilà, c'est des ventelles vitrées et thermiques. Donc en fait l'agrément créé par ces cheminées il est complètement indirect par ces ouvrants. Il est vraiment pas visible, c'est-à-dire qu'à part le bouton pour ouvrir les ventelles, on n'a pas la vision de la fenêtre qui s'ouvre, et du coup pour amener un maximum de jour dans les combles, vu que c'est la seule à amener de lumière pour ces combles, on a marouflé de la couverture de survie sur un panneau et sur l'intérieur en fait de toute la cheminée. Et là c'est un de nos associés là, qui est en train de maroufler dans les combles. Ensuite pour le projet M21, donc la petite dépendance en fond de jardin, la façade est entièrement menuisée, donc là c'est un serrurier métallique donc qui nous fait l'ensemble de la façade dans son atelier. Donc toujours en fait on va vérifier les dimensions avant que ça parte à la galva. Donc là on voit c'est une alternance de châssis ouvrants, les plus épais, et des châssis fixes, les parties intermédiaires plus fines. Une fois l'ensemble galvanisé, il est amené sur place, installé sur la façade. Et dans un second temps, en fait, on a le vitrier qui vient de poser les vitrages. Donc une fois de plus, en fait, le verre, voilà, c'est juste pour jouer le rôle thermique qu'on souhaite avoir dans les endroits où il n'y a pas de structure, quoi. Et la transparence qui amène du jour. Là, c'est les systèmes un peu bricolés que le verrier met en place le temps que les colles prennent, en fait. Parce que pendant que les colles sont en train de sécher, parce que c'est que des vitrages collés, il faut les maintenir en appui. Et donc là, il a imaginé avec ses ventouses des espèces de pieds posés à même la terre. Comme ça. Sur ce projet, en fait, on ne le voit pas très bien sur les photos, mais les vitrages ils sont assez spécifiques dans le sens où en fait c'est un double vitrage dont le vitrage extérieur est plus grand que le vitrage intérieur et vient un recouvrement de l'ensemble du châssis. Et là sur la photo on arrive à comprendre à peu près l'épaisseur de vitrage extérieur qui vient devant la serrure. Donc en fait le verre est usiné au niveau de la poignée, au niveau de la serrure pour pouvoir accéder justement au mécanisme. Et ce qui permet, en fait, quand tout est fermé, d'avoir un ensemble entièrement vitre. Enfin, la vitre est en continu et entièrement réfléchissant.
dans le projet M24, tout à l'heure on parlait de la création de l'ouverture, et en fait la dimension elle a simplement été donnée par le verrier. Quand on lui a demandé on voudrait faire un vitrage circulaire, il nous a dit ok, on peut faire ça, on peut faire toutes les tailles plus ou moins, mais il y a une contrainte qui est celle du transport, et au-delà de 2,30 m, ça devient beaucoup plus cher. Donc en fait c'est un cercle d'un diamètre de 2,30 m qui a été fabriqué et qui a donné un peu la dimension de l'ouverture à la base. Là pareil, le vitrage, on ne le voit pas très bien, mais le vitrage est collé et c'est des petites parts closes ponctuelles, ce qu'on appelle des pièces de sécurité, qui empêchent que si la colle venait à lâcher, que le verre tombe dans le vide. Ensuite ici, ce qu'on voit, c'est l'ensemble des ouvertures existantes de l'étage qui se retrouvent du coup dans la double hauteur. Elles ont été conservées telles quelles, donc à la fois les fenêtres et les portes. Et on est venu pareil mettre du verre qui est collé dans ces ouvertures, donc c'est que des vitrages fixes collés à l'intérieur sans châssis. Ça c'est une petite photo de la machine qu'on préfère. C'est la petite grue araignée qui installe la plupart de nos vitrages, parce que pareil on bosse beaucoup avec le même vitrier, pour des raisons expérimentales en fait, parce que c'est lui qui accepte d'essayer ces choses avec nous. Et voilà. Ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'elle est hyper compacte quand elle est pliée, et elle peut aller vraiment partout, vu qu'on travaille pas mal en ville. Et une fois dépliée, voilà, c'est quelque chose d'assez grand, quoi, et qui permet de poser des verres relativement gros. Donc c'est assez flexible comme machine, quoi. Ça c'est dans le projet T10 de bureau. L'ouverture récupérée sur rue, en fait elle est vitrée de haut en bas pour récupérer un maximum de jours. Et pareil, les vitrages sont divisés en deux pour des questions de transport et de coût. Ce projet, donc ça c'est le projet d'aménagement d'une galerie dans des locaux existants d'un immeuble des années 60, dans lequel on a fait une purge, dans lequel on a fait des sols chauffants en bois. Ici on décide de travailler avec du polycarbonate compact. En fait c'est une espèce de vitrage plastique. Et l'intérêt qu'il a pour nous, c'est qu'il peut se travailler comme du bois. Donc, aussi, là, il n'y avait aucun enjeu thermique, ni rien, vu qu'on est entre deux espaces intérieurs. Donc en fait, là, on voit la paroi en polycarbonate sépare la partie galerie de la partie bureau. Et ici, en fait, on voit, donc c'est des pommelles classiques de porte qui sont vissées directement dans la tranche du polycarbonate. Et en fait, comme c'est du bois, en fait, les vis prennent directement dedans, mais elles restent visibles parce que c'est transparent, quoi. Et c'est un matériau plein. Donc c'est assez intéressant à travailler, c'est assez marrant. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est le fameux vitrier avec qui on travaille qui nous a posé ces ensembles en polycarbonate compact. C'est pas quelque chose qu'il fait d'habitude. Donc il a un peu découvert avec nous comment réagissait le matériau. Et là, c'est un second ouvrage qu'on a fait sur le même projet, qu'il a aussi posé, qu'il a accepté de poser, on va dire. C'est des rideaux de boucher, peut-être que vous connaissez un petit peu, les lames en plastique qui sont suspendues. Et en fait, c'est un produit standard qu'on a juste mis sur un rail, de façon à ce que ça coulisse d'un côté à l'autre du local. En fait, le rideau est fixe dans sa longueur, mais l'ensemble peut coulisser pour en fait, créer des jauges différentes de l'espace d'exposition. Donc on peut soit faire un espace entièrement ouvert le plus grand possible, soit en fait donner à la partie bureau un espace collectif de l'autre côté. Donc ça permet un peu de faire des espaces différents. C'est un peu le projet tout plastique, quoi. Ici, pour nos bureaux, donc on enlève l'ancienne porte de garage qu'il y avait et on se retrouve avec une obligation réglementaire de garder en fait la qualité accessible à la voiture, parce qu'on ne peut pas supprimer des places de parking dans un petit collectif comme ça. Donc on réfléchit à un système d'ouverture qui permet d'une part d'être vitré au maximum et d'autre part de pouvoir toujours ouvrir et avoir en fait cette qualité bagnole qui rentre. Du coup en fait c'est une porte sectionnelle de garage ou de concessionnaire automobile qui fait l'ensemble de la façade. Donc en fait là elle remplit à la fois le trou que l'on voit, mais à l'intérieur en fait elle a un applique intérieur et elle fait l'ensemble de la façade intérieure, donc elle continue sur la droite derrière le mur, et dans laquelle en fait il y a juste un portillon d'entrée là qui est l'entrée de service, mais en fait l'ensemble peut s'ouvrir
Et c'est assez appréciable parce que finalement notre espace d'entrée est aussi une sorte de terrasse qu'on utilise énormément l'été. Après, c'est pas vraiment du vitrage en fait, pareil c'est du polycarbonate parce que il y a des contraintes de poids, vu que c'est un élément mécanique qui s'ouvre et qui est maintenu en l'air comme ça, les sections avec du verre seraient beaucoup trop lourdes. En fait, les remplissages c'est du polycarbonate, c'est du plastique, c'est assez fragile en fait. Et surtout thermiquement, c'est pas très efficace. Du coup, derrière, on double pour plusieurs raisons, pour des questions visuelles, pour pas que quand on n'est pas là, on voit dans notre local, et aussi pour des questions thermiques, parce que en été, le soleil de l'ouest frappe assez fort et on met en place ce rideau qui permet de réduire en fait l'impact des apports solaires sur le local. Après, on aime bien travailler sur les réseaux. Par réseau, on entend les éléments de plomberie et d'électricité essentiellement. En l'occurrence, dans la maison dans laquelle on a fait les cheminées éclairantes. Dans le programme, c'est un peu anecdotique, mais il y avait quand même la création d'une salle de bain dans un niveau intermédiaire pour ce futur dortoir de l'étage. Et en fait, la pièce entière fait office de salle de bain et de douche. Donc on a fait bricoler par le Zinger en fait un receveur qui fait la taille de la pièce, donc qui est un bac à douche très grand et qui est réfléchi vraiment comme une toiture. En fait, on avait ce Zinger qui faisait les cheminées. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait intervenir sur ça. C'est un peu la logique de se dire on va pas juste mettre un bac à douche, mais le Zinger est là, il bosse déjà, il a déjà une partie du boulot à lui. Pourquoi pas le faire intervenir et lui faire fabriquer ce grand receveur. Du coup, en fait, voilà, ce que disait Laurent, c'est qu'il y a un grand receveur qui va de paroi à paroi à paroi et qui est en fait un ouvrage de zinguerie assez simple, d'une certaine façon, avec des remontées. C'est un grand bac, quoi. Et en fait, sur ce bac, après, on vient mettre des plateaux d'échafaudage perforés pour avoir quand même un sol plan, mais en fait, sur lequel on peut se doucher où on veut parce que l'eau, elle traverse, elle tombe dans le bac qu'il y a dessous et ça s'évacue dans le réseau classique. C'est aussi un peu l'intérêt de ces petits projets particuliers, ça permet d'expérimenter assez loin dans les détails, ce qu'on ne peut pas forcément faire sur des projets publics. Dans le même projet, une petite intervention dans les combles, en fait c'était un espace pour les enfants, ils avaient besoin d'un petit évier pour se brosser les dents. De la même façon, on demande au plombier de nous installer une vasque et de ne pas forcément poser des éléments de robinetterie standard vendus par les grands distributeurs, mais plutôt de mettre en œuvre son savoir-faire, parce que ça fonctionne autant que n'importe quel robinet à deux vannes. Et ça permet surtout d'éviter le gros débat avec les clients du choix du design du robinet et du lavabo, ça plaît jamais à personne au final. Là c'est sur le projet M21 où on a donc la dépendance au fond du jardin, où en fait on a utilisé le fait de faire le niveau au droit du jardin qui a en fait un plancher porté pour en fait gérer l'ensemble des receveurs à la fois évier, douche, lavabo dans l'épaisseur du béton. Donc en fait ici on est venu décaisser en ponçant dans le béton pour créer une forme de pente. Là c'est l'évier mais c'est la douche exactement pareil. Et après on a le même système de robinet, donc c'est le plombier tout en cuivre avec des éléments standards là, de robinetterie qui vient nous faire un mélangeur classique en cuivre sur cet évier. La douche est résultat de la même idée, du même processus. On lui fait faire, voilà, on lui demande en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'implication que ça amène de l'artisan est vachement plus importante que si on lui demande de poser des réseaux cachés derrière une cloison et de poser des équipements standards qu'il irait acheter chez CDO ou je sais pas qui. Là, quand on lui demande de faire des cuivres apparents, tout ça, ça prend une autre dimension et il le fait en fait un petit peu mieux et ça l'intéresse un peu plus. Et en plus, le mec avec qui on bosse, il a pas mal
jeunes en formation, donc il les amène sur nos chantiers parce que c'est du cuivre et que du cuivre on en fait plus beaucoup. Et il leur fait faire souder du cuivre, donc c'est bien pour tout le monde. En électricité, on a un peu les mêmes démarches où en fait on fabrique à notre bureau pas mal de systèmes électriques, en particulier les interrupteurs, les prises et certains éléments de luminaire. Donc là, c'est des petits interrupteurs à levier qui sont directement encastrés dans une paroi en contreplaqué et qui sont, comme c'est dans la partie salle de bain là, de la maison où il y avait la douche, en fait il y a juste une espèce de petite membrane en plastique noir là, qui les rend étanches. Sur le projet M24, on profite de l'occasion de couler des sols pour y faire passer les réseaux. Il y a pas mal de projets où on fait passer les réseaux en sol vu qu'on n'a pas de doublage dans les murs. Donc ici, toutes les commandes seront à gérer par le pied. C'est des éléments qu'on va voir après. Mais donc la première étape, c'est d'encastrer les boîtiers de réservation dans la dalle béton. Donc après, dans notre bureau, on fabrique en fait les plaques de finition, donc qui sont un peu sur mesure et en fonction de chaque projet, où on a des boîtiers soit en fonte d'aluminium, soit en acier galvanisé, qu'on vient perforer pour implanter des systèmes de prise. Donc là, sur la gauche, en fait, on a des boîtiers de 4 prises. En haut, au centre, c'est des boîtiers avec 2 interrupteurs à levier, ou à pied, là. À levier, ouais. Et bon, enfin, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, on peut décliner un peu tous les types d'allumage et d'appareillage sur cette façon-là. Et après, en fait, une fois qu'on a fabriqué ça, on les donne à notre électricien qui les met en place sur le chantier. Qui accepte de les mettre en place sur le chantier. Sur la maison M24, les clients font la surprise de faire l'acquisition d'un lavoir en pierre, qui doit peser peut-être 150 à 200 kg, on ne sait pas trop. En pierre massive, sculptée comme ça, et ils nous demandent de le mettre dans le jardin. C'est la vidéo qu'on voit au début, c'est les maçons avec qui on travaille qui amènent en fait l'endroit où a été livrée la vasque en pierre jusque dans le jardin. Et du coup, pour mettre cette vasque à niveau, il faut qu'on trouve un moyen de la surélever du sol. Et c'est l'occasion là de trouver un système détourné de chandelles de caravane en fait, tout simplement, qui sont réglables et qui permettent de gérer le niveau de ce lavoir. Ça, ils l'ont pas encore vu les clients, je pense. En tout cas, ils nous ont pas dit ce qu'il y a en principe. Après ici, c'est dans le cadre de l'exposition des AJAP, donc les albums des jeunes architectes et paysagistes, où ils nous demandaient de créer une sorte de maquette ou enfin, ce qu'on voulait en fait, un objet. Et du coup, on a détourné un système électrique qu'on avait fait dans une maison il y a quelques années pour en faire une sorte de lampe autonome qui intègre une prise, un interrupteur et une ampoule, et en fait qu'on peut poser comme une lampe de chevet ou ce qu'on veut. C'est alimenté par une batterie. Parce qu'effectivement, ça pose la question de comment le brancher. Ben là, c'était alimenté d'une batterie parce que c'était dans une exposition. Mais potentiellement, c'est quelque chose qu'on branche et qui permet voilà, de lumière, recharger son portable et avec un petit interrupteur. Et ça, c'est pareil, c'est des éléments standards sortis du commerce industriel quand même, qu'on réadapte sur des systèmes domestiques, quoi. Ici, donc, le projet T10, en fait, tous les réseaux arrivent du sol, du coup, c'est un peu à l'inverse, qu'en fait, on doit remonter sur les murs, et avec le même système de boîtier que sur M24, qui intègre interrupteur, prise, etc. Donc là, ça permet, pareil, comme on a les murs qui ne sont pas doublés, il faut tout le temps avoir une réflexion sur les réseaux apparents, et trouver à chaque fois des dispositifs qui sont spécifiques à chaque projet. Ici, donc, bureau d'études thermiques dit... Bureau d'études thermiques et électricité dit profusion de prises et d'équipements électriques. Du coup, comme on fabriquait tout nous-mêmes, ça a fait cette espèce d'usine au bureau. Donc là, on voit, voilà, on a fait des prises des RJ45 ici pour l'internet, des interrupteurs, des prises, voilà, tous les types d'appareillages dont ils avaient besoin et toute la quantité dont ils avaient besoin. Alors, au début, on s'est dit bon, ça va être marrant parce que
c'est autre chose que d'équiper une maison, quoi. Mais après on s'est rendu compte que quand même c'était pas mal de boulot, quoi. Après, ce genre d'équipement, on peut en trouver des choses qui se rapprochent dans le commerce, mais souvent ça coûte très cher dès qu'on sort des trucs classiques, genre Céliane, etc. Et là, en fait, l'intérêt qu'on y trouve, c'est qu'en fait, c'est hyper économique. Parce que ce qu'on dit pas trop, c'est que l'ensemble des projets qu'on vous montre sont pas chers, en fait. Enfin, c'est des budgets hyper serrés. Et si on veut pouvoir faire ce genre de détails, en fait, on est obligé de passer par des moyens détournés. Voilà, en l'occurrence, les fabriquer, ça en fait partie. Parce que si on voulait acheter tout ça, ça coûterait vraiment très cher, quoi. Dans nos bureaux, on a des systèmes hyper basiques où en fait on vient encastrer les mêmes types de prises, mais dans nos plans de travail de bureau. Directement. Avec du coup une protection mécanique pour pas malencontreusement toucher les câbles à l'arrière qui alimentent ces prises. Donc on met des boîtiers d'encastrement d'électricité standard qu'on visse par l'arrière et qu'on laisse tel quel. Et en fait sur notre bureau, c'est des éléments standards qui sont éclatés. Donc à la fois les prises, les systèmes de néon, en fait on n'a pas de... il n'y a pas de... comment dire, pas de support plastique. Il n'y a pas de carter ni rien, en fait il y a tout qui est éclaté, il y a le ballast qui est fixé au mur, de ce ballast il y a les câbles qui portent sur des embouts, et après le néon c'est juste un tube sans rien qui est clipsé. Et ça, de la même manière, c'était un exercice qu'on s'est donné de faire un robinet avec que des éléments venus du commerce et surtout sans soudure, parce qu'on voulait le faire nous-mêmes. Et du coup, c'est que des éléments à visser, assemblés ensemble, et ça fonctionne bien et c'est pas trop cher. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir. Ce qui m'a beaucoup plu, merci d'abord. Ce qui m'a beaucoup plu dans votre exposé, c'est la relation que vous semblez avoir nouée avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Vous avez parlé du maçon, de l'électricien ou du zingueur. Et je me demandais, alors vous l'avez souligné, vous avez dit qu'en effet dans les projets de commandes privées qui sont des petites surfaces, c'est des aventures qui peuvent se créer, enfin c'est des choses qui peuvent arriver, mais est-ce que vous pensez que c'est des choses dans quelle mesure est-ce qu'on peut réussir à travailler de cette façon-là avec des artisans quand on est sur des échelles plus importantes, ou quand on est dans un cadre de commande publique par exemple, où les choses sont du coup beaucoup moins libres dans l'exécution, avec toutes les réglementations qu'on connaît et puis les difficultés financières qui les accompagnent. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Je pense que ça dépend vraiment de l'échelle de l'équipement. Nous à ce jour on a construit 2 petits équipements, un réflecteur scolaire là qu'on n'a pas montré parce qu'il est plus ancien, et le Clubbox là qu'on a vu, qui sont donc des équipements publics qui ont fait l'objet d'appels d'offres, à la fois pour la partie conception, enfin archi, et pour les entreprises. Mais malgré tout, en fait, ça reste des échelles relativement petites et qui nous ont permis en fait de faire venir nos entreprises sur le projet. Parce qu'au moment de la consultation, en fait, on avait travaillé avec eux en amont, donc ils connaissaient les projets, on avait pu développer certains détails avec eux qu'ils connaissaient bien, et qu'ils avaient déjà mis en œuvre sur d'autres projets, et du coup qu'ils savaient chiffrer précisément. Et ça nous a permis en fait qu'ils soient moins chers que les autres et de pouvoir les sélectionner suivant une procédure d'appel d'offres classique. Après, ceci dit, sur des projets plus gros et surtout pas forcément dans notre coin géographique, je pense que c'est une autre affaire, quoi, parce que là aujourd'hui on candidate pas mal sur Paris ou dans d'autres villes où effectivement pour l'instant on n'a pas gagné de projet, mais c'est une question qu'on se pose, c'est si jamais on en gagne un, comment on va faire? Enfin, de quelle façon on va les gérer, voilà, par rapport à ce que tu soulèves. Et ça amène aussi à la question de à quelle échelle on se confronte, parce qu'on essaie de maîtriser d'une certaine façon aussi la progression de l'agence, l'évolution, pour pas se retrouver d'un coup propulsé sur un énorme truc, on saura pas en fait appliquer nos méthodes de travail. Là, ce qu'on est en train de se poser comme question, c'est comment progressivement essayer
de trouver des terrains d'expérimentation sur des échelles un peu plus grandes, qui seront sûrement autres que celles des réseaux, par exemple. Tu vois, ça peut être de l'expérimentation, tu peux l'avoir sur d'autres domaines, quoi. Mais dans des domaines aussi réglementaires, cadrés, tu peux trouver des façons de faire. Mais effectivement, pour ça, la transposition de ce qu'on fait aujourd'hui à ça, c'est pas évident à envisager, quoi. Et c'est une question qu'on se pose, c'est clair. Ouais, oui, sur l'artisanat, sur les réseaux en particulier, là ce qu'on a montré c'est vraiment de l'ordre de l'artisanat, mais on est aussi intéressé par l'utilisation d'éléments standards ou hyper communs, et plutôt de voir comment comment par leur mise en œuvre ils peuvent être perçus différemment. Enfin, ça peut être aussi sur ce genre de choses qu'on peut trouver de l'intérêt. Mais ensuite, je pense qu'il y a quand même une des clés importantes. Les artisans avec qui on travaille maintenant, on les a pas toujours connus. Et on est passé par une phase un peu de test de plusieurs maçons, de plusieurs électriciens, avant d'en arriver à ceux-là avec qui on a l'habitude maintenant. Mais je pense que sur des gros projets, ça peut être pareil. Le tout, c'est d'arriver en fait à les investir dans le projet. Prendre le temps en fait à chaque fois de leur expliquer la totalité du projet et pas juste ce qu'eux ils vont faire, mais qu'ils aient à la fois ce qu'ils doivent faire mais aussi le résultat final, pour qu'ils comprennent en fait que ils participent à un ensemble et que c'est pas juste la prise pour la prise ou le robinet pour le robinet. Et comme l'avait dit Louis à un moment donné aussi, le fait de s'affranchir des éléments de seconde œuvre et de tout ce qui est doublage, plaquage, etc. Ça met quand même en avant le travail un peu de tous les corps d'État, ce qui n'est pas chose courante encore aujourd'hui, parce que voilà, aujourd'hui les maçons ils perdent leur savoir-faire et ils travaillent de plus en plus mal parce que de façon quasiment systématique, en particulier sur des logements collectifs, toute la maçonnerie elle est cachée en permanence. Du coup que ça soit fait à l'arrache, personne n'en a rien à foutre en fait. Et du coup eux ils trouvent pas d'intérêt non plus de travailler bien. Alors que si tout d'un coup tu leur dis, en fait votre parpaing on va le voir, il est tel que vous allez le mettre, il est fini. Travailler vraiment, faire une sorte de pédagogie sur ça, ça pousse aussi les entreprises à travailler mieux. Et je pense qu'ils prennent aussi plus plaisir en fait à faire leur métier. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec les entreprises avec qui on travaille. Hein. J'avais une petite question sur les relations que vous pouvez nouer avec les maîtrises d'ouvrage, avec les clients. Parce que il y a quand même des choses qui passent, qui peuvent être parfois difficiles à faire passer. C'est l'argument clé, c'est la question économique ou... Pardon, excusez-moi. Plus haut. Ok, pardon. Ouais, cette question de est-ce que c'est à chaque fois la question économique qui porte l'argument, ou est-ce qu'il y a d'autres façons aussi, et si oui, quelles sont-elles? Parce que il y a une sorte d'impression en fait, à travers il y a une sorte de nudité dans le projet qui donne l'impression que les clients n'iront jamais choisir leur carrelage. Ils ont comme si on leur avait même pas posé la question. Ça c'est un peu le cas parce qu'en fait on n'est jamais de carrelage. C'est ce que tu disais, en fait c'est la pédagogie, la façon dont tu amènes à faire prendre la décision au client, parce que c'est pas toi uniquement qui la prends. À comment lui faire prendre la décision et lui faire prendre conscience que les choix que tu vas lui conseiller d'opérer sont les bons. Effectivement, ça c'est tout l'enjeu réside dans ça en fait. Et tu as plusieurs arguments, tu as l'argument économique. Et tu as aussi le second qui est celui de la référence, en fait, j'ai déjà fait des choses comme ça, et de plus en plus, et ce qui est intéressant quand on avance, quand on progresse, de plus en plus les clients viennent nous voir pour ce qu'on fait, ça n'a pas de prix si tu veux, parce qu'ils viennent et ils disent voilà, on apprécie ce que vous faites, on apprécie votre démarche, et ça c'est un confort de travail qui est ouais, du coup, ça c'est assez récent, mais c'est vrai que du coup c'est assez agréable parce que tu n'as pas besoin de te justifier en permanence. Mais sur les premiers projets, effectivement, cette question-là elle s'est posée. Donc les tout premiers c'était facile parce qu'effectivement ils n'avaient pas de sous de toute façon. Donc quand t'as pas de sous, tu fais ce qu'on te dit qui est pas cher. Après pendant toute une période en fait on voulait pas travailler pour des gens qui avaient trop de moyens parce que c'était on a eu des cas de maisons qu'on a arrêté parce que les gens avaient trop de sous et ils nous saoulaient quoi. Parce que du coup s'ils voulaient un truc ils se l'achetaient et puis c'était pas intéressant. Mais là, aujourd'hui, on commence à travailler pour des gens qui ont de l'argent
mais qui en plus aiment ce qu'on fait, donc là ça va. Au-delà de aimer, ils comprennent, tu vois, la logique qui consiste à dire on va mettre plus d'argent dans une mise en œuvre, parce que c'est là que réside la qualité du projet, plutôt que de prendre cet argent et le dépenser dans, je sais pas, du doublage en placo ou des céramiques, parce que en fait, enfin, pas tout le temps, mais souvent, le résultat, il est équivalent, tu vois. Et ça, en fait, il faut les convaincre, il faut leur montrer des choses, il faut être avec eux sur le chantier, il faut leur montrer, enfin, tu vois, c'est pédagogique, ça prend vachement de temps. Il n'y a pas de recette, hein. Enfin, on a tout le temps des gens, enfin, on passe malgré tout, on passe beaucoup de temps à expliquer, à avoir les clients qui arrivent sur le chantier en mode je déteste ce truc, je veux tout changer. Bon, finalement, ils le gardent et à la fin, ils sont contents, quoi. Mais oui, on a régulièrement des cas de grosses remises en question parce que en fait, ils n'avaient pas compris que ça allait être comme ça, qu'ils ont l'impression qu'on les a pris au piège, c'est comme ça, quoi. Et le collectif aussi, ça aide vachement. D'être plusieurs, tu vois, d'arriver face au client, d'être jamais seul à sortir des arguments qui sont issus de ta personne, mais en fait non, c'est une démarche collective, on est plusieurs à le penser, donc c'est aussi un peu ça, tu vois, c'est un peu genre toute cette dimension. Ce qui est assez important, et je pense que très peu d'agences font, c'est qu'en fait on fait tous les chantiers à deux, par binôme. Bon, du coup c'est pas rentable, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'en fait quand voilà, t'as un client qui commence à te prendre à partie et qu'il y en a un des deux qui commence à en avoir marre et qui est prêt à lâcher, il y a toujours l'autre qui est là pour dire non, il n'y a pas moyen, ça reste comme ça. Et en fait à deux t'as plus de force, quoi. Mais après, enfin, on est d'accord que nous-mêmes on est convaincus de ce qu'on fait, tu vois. On se dit pas, allez, on va juste faire ça parce qu'on a envie de le faire, mais ça va être de la merde à la fin. Non, on pense que ça va être bien. C'est pas juste les convaincre pour sortir un truc qui a cette gueule-là et qu'on trouve ça beau, c'est parce qu'on pense que c'est bien, quoi, tu vois. Parce que ce que tu dis, ça fait un peu penser à genre, on fait passer les choses un peu en force, parce que c'est des choses dont on est convaincu quand même, tu vois, en général. C'est aussi, et ça c'est important, parce que du coup, tu crois, quoi, ils le sentent. Bonsoir. Une question. Vous avez montré aucun dessin ce soir, ou peut-être je me trompe, j'ai raté un peu le début. Mais comment justement vous arrivez à communiquer ça avec les clients? Comment vous partez sur un projet parce que justement, à partir du moment où vous proposez des choses qui sont un petit peu différentes, il faut arriver à le communiquer, à valider ces options avant de démarrer. Quand tu dis communiquer, c'est aux clients? Oui. Alors oui, on n'a pas montré de dessin ce soir, parce qu'en fait nos dessins, on en fait évidemment, hein, mais ils nous servent vraiment que pour construire et ils n'ont pas vraiment d'intérêt au-delà d'aller dans les mains d'un artisan. Pour communiquer aux clients, on communique rarement sur les détails qu'on vous montre là. On communique plus sur on discute plus dans un premier temps sur des particuliers en l'occurrence, sur des positionnements de pièces, sur le principe général du projet. Et ça permet un peu de les faire focaliser sur d'autres choses aussi, d'une certaine façon, malgré tout. Mais surtout et après on travaille énormément par référence en fait, où on fait à chaque phase on fait des dossiers effectivement de plans, coupe, élévation, tout le panel classique de l'architecte, quoi. Et à pour illustrer chaque matérialité, sorte de détails techniques, on met des références de projets construits, pas forcément par nous, qui illustrent plutôt des ambiances, des ambiances générales en fait. Et ça nous sert pas mal. En parallèle, on les fait aussi venir sur des chantiers qu'on a en cours. On essaye pour qu'ils voient aussi par eux-mêmes un peu de quoi on parle. Mais en fait, voilà, ils ne voient jamais réellement le dessin final avant que ça soit fait chez eux, quoi. Ouais, et puis même d'ailleurs, il y a pas mal de choses qu'on ne dessine pas forcément avant qu'on soit au moment où il faut le dessiner pour l'exécution. Tu vois. Typiquement, un robinet, on ne dessine pas en consultation la gueule qu'aura le robinet que va faire le plombier. C'est le plombier qui le fait, on lui demande. Fais-nous un robinet, il nous le fait, quoi. Si le client est d'accord, on lui fait un dessin, on discute un petit peu sur le moment. Mais effectivement, c'est pas un dessin qui va être validé par le client avant de lancer la fabrication. C'est, comme il disait, on montre des références, ça va être à peu près comme ça, et on se lance. Après, sur les trucs plus importants, genre la structure, tout ça,
c'est quand même dessiné aux pros, aux DCE, avant de consulter, on leur montre, ils valident, enfin tu vois, c'est normal quoi. Pas de perspective, pas de collège Non, pas trop. Ça arrive de temps en temps, mais des axos beaucoup. C'est un dessin qui parle pas mal à des gens profanes, parce que ça représente un peu l'élévation, le plan, ça donne les proportions, tout ça. Et on utilise pas mal ça. Ce qu'on fait pas mal comme c'est des maquettes. On fait beaucoup de maquettes à différentes échelles au fur et à mesure de l'avancement du projet. On commence souvent par des maquettes volumétriques très simples. Et ça finit à des grosses maquettes au 20e de l'ensemble de la maison, qui est souvent démontable. Là, quand même, ils voient beaucoup de trucs, quoi. Mais qui ne parlent pas vraiment de la matérialité parce que ça reste des maquettes blanches. Du coup, là, j'en ai fait uniquement pour les déclarations préalables et permis. Mais en fait, on s'en sert pas, quoi. Parce que c'est nécessaire. Ouais, et puis c'est hyper délicat un collage. C'est un peu qui tout double, quoi. Genre, tu lui montres, il peut ne pas aimer juste parce qu'il n'aime pas le graphisme, et voilà, après, ça c'est tout s'effondre alors que c'est pas ce que tu voulais dire. Ok, merci à tous d'avoir participé à cette conférence et bonne soirée.